Ils pensaient gagner avec ça. Ils sont en train de tout perdre. À quelques mois des élections de mi-mandat, quelque chose de profondément anormal est en train de se produire sous nos yeux. Le Parti républicain double la mise sur sa stratégie la plus agressive, la plus médiatisée, la plus clivante. Et pourtant, les résultats électoraux commencent à s'effondrer là où ils ne devraient pas. Pas dans des États disputés, pas dans des territoires fragiles, mais au cœur même de bastions considérés comme intouchables. Et voici le paradoxe. Plus le message se radicalise, plus les défaites s'accumulent. Si tu te dis que c'est juste une querelle interne ou un bruit politique de plus, fais attention. Parce que ce qui se joue ici, ce n'est pas seulement une campagne ratée. C'est un signal sur la manière dont des élections peuvent basculer brutalement, presque sans prévenir. Les chiffres, les réactions et même la presse conservatrice commencent à raconter une histoire très différente de celle qu'on te vend à la télévision. Et quand tu vois qui est désormais tenu pour responsable, tu comprends que cette histoire ne fait que commencer. Ce qui s'est passé ce week-end au Texas n'était pas censé arriver. Pas comme ça. 2 élections spéciales, organisées presque discrètement, viennent de produire des résultats que même les stratèges les plus pessimistes du Parti républicain n'avaient pas anticipés. Selon le contenu que tu as fourni, ces défaites ont immédiatement déclenché une réaction en chaîne à l'intérieur même du camp conservateur, et pas contre l'opposition, contre leurs propres architectes. Fait. Après ces scrutins, plusieurs républicains ont publiquement désigné Stephen Miller comme un facteur central de l'échec, pointant sa stratégie de communication jugée trop agressive et trop radicale. Fait, cette critique intervient alors que tous les sondages évoqués décrivent déjà une vague de rejet inhabituelle à l'approche des midterms de novembre. Mais voici ce qui change la lecture de l'événement. Ce n'est plus une simple sanction électorale classique contre le pouvoir en place. C'est une remise en cause interne d'une ligne politique censée être un avantage stratégique. La vraie question devient alors, pourquoi cette stratégie, déjà utilisée par le passé, semble-t-elle soudainement se retourner contre ceux qui la poussent le plus fort? Parce que pour comprendre ça, il faut regarder ce qui est dit, et surtout ce qui ne l'est plus. L'affirmation centrale commence à se préciser. Ce ne sont pas seulement les résultats qui inquiètent les républicains, c'est la cause qu'ils identifient eux-mêmes. Fait, un journal appartenant à l'Empire Murdoch a publié un avertissement direct à Donald Trump après ses défaites, affirmant que la stratégie de Stephen Miller se retourne contre le GOP aux urnes. Ce n'est pas un blog partisan. C'est la presse conservatrice qui tire le signal d'alarme. Fait, l'article cité parle explicitement d'un choc électoral au Texas et relie ce choc à la stratégie de déportation massive promue par Miller. Le message est clair. Ce qui était censé mobiliser est en train d'aliéner. Puis il y a ce détail qui passe presque inaperçu. Stephen Miller publie un message rappelant que depuis des générations, toute personne qui s'installe aux États-Unis et y contribue économiquement peut voir ses enfants devenir citoyens à la naissance. Fait, cette déclaration déclenche une vague de réactions, certains soulignant que ce qu'il décrit est précisément un principe constitutionnel fondateur. Mais remarque ce qui manque. Nulle part, Miller ne reconnaît l'impact électoral. Nulle part, il ne nuance. Et c'est là que la fissure devient visible. À partir de là, la situation ne se stabilise pas. Elle s'accélère. Fait, ce débat interne rappelle directement une séquence déjà vécue. En 2018, Stephen Miller avait poussé une stratégie similaire en torpillant un compromis bipartisan sur l'immigration au Congrès. Résultat mentionné dans le contenu, le GOP avait alors perdu 41 sièges à la Chambre. Pas une défaite marginale, une vague. Aujourd'hui, le schéma se répète, mais dans un climat encore plus tendu. La normalisation est frappante. Des propositions qui auraient été politiquement toxiques il y a quelques années deviennent des éléments centraux du discours. Arrestations massives, déportations à grande échelle, rhétorique de confrontation permanente. Et tout cela est présenté comme une simple tactique électorale. Mais voici où l'histoire bascule. Fait,
Les sondages cités montrent que les électeurs commencent à se détourner non pas du thème de l'immigration en soi, mais de la manière dont il est poursuivi. Ce qui était censé être une démonstration de force devient une source de malaise. Et quand une stratégie doit être constamment amplifiée pour rester audible, c'est souvent le signe qu'elle a déjà commencé à perdre son effet. La preuve la plus troublante arrive quand on regarde l'écart entre le discours et les actes. Fait, selon l'article cité, Stephen Miller aurait imposé à l'appareil de l'immigration un quota précis. 3000 arrestations de migrants par jour. Pas une estimation, pas un objectif flou, un chiffre quotidien. Et ce détail change tout. Fait. Le contenu explique clairement qu'il n'existe pas assez de migrants criminels pour atteindre un tel quota, ce qui signifie mécaniquement autre chose. Des intrusions dans des domiciles, des descentes dans des entreprises, des interventions dans des églises et des tribunaux. Non pas parce que la menace augmente, mais parce que le chiffre doit être rempli. Maintenant, observe la contradiction. Publiquement, le message parle de sécurité, de loi, d'ordre. En coulisses, la mécanique pousse à des actions qui frôlent, selon le contenu, la violation de droits constitutionnels. Ce décalage est impossible à masquer longtemps, surtout quand il commence à apparaître dans des vidéos et des témoignages. C'est à ce moment précis que la stratégie cesse d'être abstraite. Elle devient visible. Et quand une stratégie devient visible au quotidien, elle cesse d'être contrôlable politiquement. À partir de là, la question n'est plus « est-ce que ça marche ?», mais combien de temps avant que ça explose? À ce stade, les événements ne tombent plus un par un, ils se superposent. Fait, pendant que ces défaites électorales s'installent, une autre crise surgit brutalement dans le récit. Un signalement de lanceur d'alerte vise directement la directrice du renseignement national, Tulsi Gabbard. Fait, selon le contenu, la plainte est jugée si sensible qu'elle serait enfermée dans un coffre-fort, tandis que l'administration passerait des mois à chercher comment en informer le Congrès. Puis un autre élément s'ajoute. Fait. Le document évoque des accusations de blocage du processus. Le juriste du lanceur d'alerte accusant le bureau de Gabbard de faire obstacle. Gabbard, de son côté, nie et parle de circonstances uniques. Rien n'est tranché, mais la tension monte. Et pendant ce temps, un détail étrange apparaît. Fait. Donald Trump n'autoriserait même pas Gabbard à assister à certaines réunions sensibles, notamment sur l'Iran ou le Venezuela, selon le contenu. Ce n'est pas anodin. Quand un président exclut sa propre directrice du renseignement, c'est que quelque chose ne tourne plus rond. Tout s'empile. Élections perdues, stratégie contestée, crise interne. Et maintenant, une question devient inévitable. Que se passe-t-il si cette accumulation ne ralentit pas? À un moment donné, tout ça cesse d'être une bataille de pouvoir entre élites politiques. Ça commence à te toucher directement. Fait, le contenu décrit des opérations menées dans des lieux ordinaires, des entreprises, des églises, des tribunaux locaux, des endroits où des gens travaillent, prient, accompagnent leurs proches. Pas des scènes abstraites à Washington, des scènes du quotidien. Et c'est là que l'impact devient réel. Quand des agents entrent dans un lieu de travail pour remplir un quota, quand des familles les voient quelqu'un disparaître soudainement, quand des communautés entières commencent à se demander si le prochain knock à la porte est pour elles. Peu importe ton bord politique, ce type de climat crée quelque chose de très précis, de l'incertitude. Le contenu insiste sur un point clé. Ce ne sont pas seulement les personnes ciblées qui ressentent la pression. Ce sont aussi les électeurs autour, les voisins, les collègues, ceux qui observent et qui commencent à associer cette stratégie non pas à la sécurité, mais au chaos. Et c'est souvent comme ça que les bascules électorales se produisent. Pas par idéologie, par expérience vécue. Si cette impression te semble familière, dis-le dans les commentaires. À ce stade, l'indignation seule n'explique plus rien. Il faut comprendre le mécanisme. Fait, d'après le contenu, cette stratégie repose sur un enchaînement très précis d'incitations, des objectifs chiffrés imposés en haut, une pression descendante sur les agences, une communication agressive en façade et une conviction centrale que le spectacle de la fermeté produira des gains politiques rapides. Mais voici l'insight qui dérange. Ce système fonctionne tant que les conséquences restent abstraites.
tant qu'elles sont lointaines, tant qu'elles peuvent être réduites à des slogans. Le moment où ils cassent, c'est quand le coup devient visible, répétitif et impossible à ignorer. Ce n'est pas une question de morale, c'est une question de dynamique. Une stratégie fondée sur la peur doit être constamment intensifiée pour garder son effet. Chaque palier devient la nouvelle norme. Et à force, ce qui devait démontrer le contrôle commence à signaler exactement l'inverse. Regarde bien, même les alliés médiatiques commencent à se repositionner. Quand un journal conservateur avertit publiquement que la ligne centrale se retourne contre le parti, ce n'est pas un hasard, c'est un réflexe de survie. Et quand les systèmes entrent en mode survie, ils changent vite, parfois trop vite. À partir d'ici, 2 trajectoires se dessinent et aucune n'est théorique. Fait, selon le contenu, certains signaux montrent déjà une tentative de ralentissement. Donald Trump évoque l'idée de réduire les confrontations dans la rue après des événements violents, une reconnaissance implicite que la stratégie actuelle crée trop de friction. Mais dans le même temps, rien n'indique un recul réel de Stephen Miller, dont la ligne reste centrale et assumée. Première trajectoire possible, le durcissement continue. Les quotas restent. La rhétorique s'intensifie. Les défaites locales sont minimisées comme des accidents. Dans ce scénario, la pression monte jusqu'aux élections de novembre, avec le risque d'une vague de rejet encore plus large, semblable ou pire à celle de 2018. Deuxième trajectoire, une fracture interne s'ouvre. Les médias conservateurs accentuent leurs avertissements. Les stratèges cherchent un responsable unique. Et Stephen Miller devient progressivement le point de bascule, celui qu'on peut sacrifier pour tenter de sauver le reste. Mais remarque bien ceci, les 2 chemins impliquent une chose. Le prochain mouvement est déjà en préparation. Les acteurs le savent, les électeurs le ressentent, et les résultats récents suggèrent que le temps ne joue plus en faveur du statu quo. La seule inconnue, désormais, c'est la vitesse. Il y a une idée simple qui permet de tout relire autrement. Ce n'est pas que cette stratégie soit trop dure, c'est qu'elle révèle quelque chose qu'elle ne contrôle plus. Fait, le contenu montre une ligne politique pensée comme un levier électoral, devenu un test de résistance pour tout le système qui la porte. Quand même, la presse alliée commence à prévenir que ça se retourne contre le parti. Ce n'est plus un débat idéologique, c'est un signal d'alarme. Voici l'insight à retenir. Les élections ne basculent pas toujours parce que les gens changent d'avis. Elles basculent quand une stratégie force trop de gens à se poser la même question en même temps. Est-ce que tout ça va trop loin? Et au Texas, dans des districts réputés imprenables, cette question commence clairement à produire des réponses inattendues. Reformule toute cette histoire en une phrase. Une stratégie conçue pour montrer le contrôle a fini par exposer la perte de contrôle. Et si tu veux comprendre ce qui vient ensuite, qui sera protégé, qui sera sacrifié et comment ce schéma peut se reproduire ailleurs, reste ici. Abonne-toi, parce que la prochaine étape est déjà en train de se dessiner.